Продовжується посадка на поїзд номер 901 з полученням Київ-Ужгород. Поїзд знаходиться... Не толкайте меня, я не вижу без глаз. Слепая, мама, слепая. Куда вы толкаете ее, Кэлэмэне? L'exode, voilà, comme toujours, comme tous les pays en guerre, il y a des gens qui fuient. Все кричат уже вперед. Ребенок. Давайте потихоньку, потихоньку! C'est toujours dur aussi d'essayer de faire des images dans ces cas-là. Les gens ils sont stressés, ils ont tout perdu, ils sont malheureux. Leur foutre un appareil photo sous le nez, c'est quand même... voilà. Папа на вокзалі, ми нікуди не поїхали. Не плачь, не плачь. Тетю Лену держи. Держи тетю Лену. Сонь. L'empathie vis-à-vis de ces gens, pas envie de violer leur intimité et d'arriver comme un moins que rien sous leur nez, appuyer sur le bouton, essayer de trouver une image qui soit correcte, qui soit respectueuse. C'est ça le truc aussi, c'est quand tu photographies les gens comme moi depuis 40 ans, c'est le mot qu'il faut avoir en tête, c'est de garder leur dignité. Donc voilà. Je crois que je vieillis, je supporte plus le malheur des gens. J'arrive au bout du quai, au dernier wagon, et il y a juste un homme qui est là. Et cet homme qui dit au revoir à sa famille, et donc cette image qu'on voit partout, que tout le monde a faite, qui tient la main derrière le carreau, et il y a une petite main d'enfant derrière. Et il se retourne, et il a les larmes au bord des yeux, je le vois, il est tout rouge, il est prêt à éclater, et il se retourne, et il me voit, et je suis tout seul, quoi. Et il a besoin de lâcher le morceau, quoi. Et il me dit, je le reverrai peut-être jamais. Voilà, donc... et il s'en va. Il s'en va sur les rails, et moi je reste comme un con, là, au bout du quai. Le 24 février 2022, à 5h38 du matin, la Russie de Vladimir Poutine attaquait l'Ukraine. Depuis, les Ukrainiens vivent sous un déluge de feu. Et nous, sous un déluge d'images. Plus de 2000 photographes couvrent le conflit. Aguerris ou novices, ils travaillent pour les grandes agences de presse, les quotidiens du monde entier, ou sont indépendants. Tous documentent cette guerre, au plus près des bombardements et des populations civiles. You look so nice. It's too You're heavy, you so- know. Yeah, How but can I sit in this? you well dressed, very well. I will drive, yeah. You look beautiful. Mama. Mama.
Natalia, Yeah, I don't know how to do it. Natalia, if something happening, you never stop, okay? Okay. You make a U-turn very quick. If I say go, you go. Always. You never stop, okay? Okay. All right? Yeah. Quand ça tombe du ciel, on ne sait jamais ce qui va tomber, mais après, moi je suis prudent, donc s'il y a un souci, il faut que je gère en plus cette femme qui nous sert de fixeuse et de conductrice, qui n'a jamais été pris dans ce genre d'endroit et de moment, donc on reste calme et mieux c'est. Natalia est ukrainienne, parle anglais et russe, connaît bien son pays, mais elle n'a jamais vécu dans la guerre. Eric, lui, sait comment se comporter sur ces terrains où tout peut basculer en une seconde, mais il ne connaît pas l'Ukraine. Lors de ce voyage vers l'inconnu, leur sécurité dépend de leur association. On va sur l'Est, c'est un endroit qui est très peu couvert. On a réussi à faire équipe avec les copains de Libé et c'est bien qu'on soit de bagnole parce que c'est plus sûr. Zoria est juste là-bas et voilà, les Russes ont pris Zoria et c'est à vol d'oiseau à un petit 2 km quoi. Nous on contourne en étant en parallèle à eux, en restant sur la droite. Et donc on monte voir un petit peu comment c'est dans la campagne aux alentours. Don't stay too near from the other car. Let always some distance. Voilà, tant qu'il y a des voitures qui arrivent en face ou d'autres qui vont dans notre sens, c'est bon signe. Я вибачаюся, ви не скажете? Я вибачаюся, ви не скажете, нам треба найближчий військовий пост. Сейчас прямо в центре на кругу налево и по трассе по главной, там вы как раз на него и выйдете. А, окей, окей. Does he know if we can go to Zoria? Заря, а там наши или не наши? Не знаю. Окей, he don't know. Okay. So I know where is the military checkpoint. On va s'arrêter go to the after the shadow. Here. Always the car on the way to go back quick. So but you we make will go U-turn. with it. Yeah, you make U-turn here, and you park on the other side. За 400 метрів. Tu vois l'ambiance, c'est désert, il n'y a plus personne. So I C'est can jamais stay très here? agréable. No, no. Yeah, just stay here. It's good. I just make tell them we are here. Yeah. On the road? Bonjour monsieur. Bonjour. Julian. Кто вас отправил? Да, окей. Вот смотрите, мое начальство не в курсе дела за вас. Сказали, вы на западную Гоголев, там с ними в стакане. Можете, что хотите. Сейчас старший подойдет, будет вас проводить, куда можно, куда нельзя. А тільки бомблять чи намагаються просунутись? І просовувались, і бомбили. Ну, трупи вже сьогодні позакапували. Трупи? Да, не успели чуть-чуть. А підкажете, скількох вбили? Я думаю, командир. Я общедоступную информацию рассказываю. Les Russes sont à deux bornes et là il y a un char qu'ils ont détruit il y a peu. Voilà, et donc on ne peut pas aller plus loin et ça aurait été bien qu'on puisse faire 3 photos ici, puisqu'on est venu jusque là. Et voilà, je me contente juste de faire une maison cramée parce qu'ils ne veulent pas évidemment qu'on les fasse en photo, c'est normal, c'est les militaires, c'est classique. Alors, on va remettre les pendules à zéro, c'est que des photos sur des lignes de front, c'est très rare. C'est très très rare. Voilà. C'est parce qu'on ne nous donne jamais la possibilité d'y aller, parce qu'évidemment, c'est toujours dérangeant d'avoir des témoins. La guerre est sale, c'est qu'on se le dise une fois pour toutes.
Moi, c'est la première guerre que je couvre, pratiquement, où on n'a accès à aucun des deux fronts, enfin des deux côtés, pardon. Ni les Russes, ni les Ukrainiens. Il n'y a pas de photos qui existent. Il y a eu 3 bricoles, mais il n'y a pas d'images, il n'y a pas eu de reportage indépendant, vraiment, sur ce front. Alors, je suis partie le 27 février, envoyée par Le Monde. Dans un premier temps, je suis partie en Roumanie. De là, je suis allée en Moldavie. Ensuite, je suis allée en Hongrie. Et ensuite, je suis allée à Kiev, donc toujours pour Le Monde. Et là, j'ai passé 3 semaines donc, en Ukraine, entre Kiev, Kharkiv et les petits villages aux alentours de Kiev qui avaient été libérés. Alors c'est vrai que c'est mon premier vrai terrain de conflit, parce que même si j'ai travaillé dans d'autres pays avant, comme la Syrie, l'Irak, la bande de Gaza, ça a toujours été sur les conséquences des conflits, c'était des situations qui étaient très différentes. Tandis que là, l'Ukraine, c'était la première fois que j'ai assisté à un conflit en temps réel. Donc là, j'ai été ravie, effectivement, de couvrir des aspects peut-être un peu plus militaires, un peu plus directs de la guerre. Après, ça reste de la news, donc c'est quelque chose qui est très au jour le jour, où il y a quand même beaucoup de jours qui se ressemblent. Tiens, il y a eu un bombardement, on va aller sur les lieux du bombardement. Tiens, on va aller là-bas, Enfin, voilà, les problématiques sont quand même assez ressemblantes de jour en jour. Donc ça m'a donné le goût, parce qu'évidemment, c'est fascinant et c'est excessivement important de couvrir un conflit comme ça en temps réel, surtout sur un événement qui est aussi historique. C'est quand même le premier brouillon de l'histoire qu'on est en train de faire, comme on dit. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la couverture de ce conflit que j'ai fait, c'est que je suis quand même passée... j'ai commencé, en fait, avec la crise des réfugiés, avec ce qui se passait en dehors de l'Ukraine. Et petit à petit, je me suis rapprochée du conflit. On a fait un sujet pour Le Monde sur les conséquences du conflit sur le port de Constanța en Roumanie. On a fait la crise des réfugiés. En Moldavie, par exemple, la peur latente des citoyens. Enfin, des choses différentes qui, pour moi, sont tout aussi importantes pour parler d'un conflit. Et je pense que si j'avais fait 6 semaines de conflit pur et dur, je m'en serais un peu lassée au bout d'un moment. Même si, évidemment, il y a un peu ce côté addictif, mais parce qu'on a envie de... On a en fait envie de couvrir chaque seconde. On a l'impression que si on part, on va louper quelque chose d'énorme. Et moi, si Le Monde, en fait, m'avait pas un peu forcé à faire un break, je serais peut-être restée encore quelques semaines de plus sur place. Il y a eu 2 bombes à 5 h du matin assez fortes, puisqu'on a entendu ça de l'hôtel et on est, je dirais, à une petite dizaine de kilomètres quand même. Et la première bombe, bâtiment administratif, soit. Et là, deuxième bombe, donc immeuble civil. Et rien qu'à voir les dégâts, je pense qu'il va y avoir au moins une dizaine de morts facile. Donc voilà, c'est totalement incompréhensible. Donc pourquoi là? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est la politique de la terreur? Depuis le début, de toute façon, nous tous journalistes, on est un peu paumés, on vit au terrain de guerre. On ne comprend pas la logique, la tactique de Poutine depuis le début. La guerre, c'est la merde. Je suis parti en Ukraine au mois de novembre, tout d'abord pour une ONG qui s'appelle People in Need, qui venait en aide aux gens dans le Donbass, sur la ligne de front, c'est-à-dire entre les zones occupées par les séparatistes et les zones ukrainiennes.
Donc j'ai profité de cette invitation pour me familiariser avec cette zone qui reprenait un tout petit peu d'actualité, avec le Poutine qui amassait ses troupes aux frontières. Et généralement, on est mis en commande une fois qu'on est sur place. Pour X raisons, maintenant, les médias, je ne veux pas parler de tous les médias, je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde, mais les médias nous mettent en commande une fois qu'on est sur place. Pour des histoires de frais, pour des histoires d'assurance, ils prennent plus autant de risques financiers qu'ils pouvaient prendre avant. Donc c'est très difficile d'avoir une commande en amont. Donc en effet, quand on part, il faut se dire que les premiers jours vont être vierges de commandes. Donc ça veut dire payer des hôtels, ça veut dire payer évidemment sa sécurité, c'est-à-dire les fixeurs, en tout cas la compréhension du lieu qui coûte très cher. Surtout qu'en zone de conflit, les prix montent beaucoup. Très rapidement, je me suis mis à travailler pour Al Jazeera, j'ai travaillé avec Mediapart, et donc petit à petit, mon travail s'est un peu vu. Je suis retourné ensuite 3 semaines pour l'Obs, le nouvel Obs, et on a vécu la fin du siège de Kiev. Et ensuite, on a été à Irpin, Boutcha. On a été constaté avec, comme beaucoup, les exactions qui avaient pu avoir eu lieu. Éric Bouvet est en Ukraine pour Polka, un magazine spécialisé dans la photographie. Il parcourt ce pays en guerre pour retrouver un homme qu'il a déjà photographié. C'était il y a 8 ans, déjà pour Polka, sur cette place, la place Maïdan. En 2014, sa photo de Vassil Galamay fait le tour du monde. Grâce à elle, Vassil, 27 ans, alors informaticien, devient l'un des symboles des révoltés de Maïdan. Comme lui, des milliers de citoyens ukrainiens vont occuper cette place nuit et jour, pendant 3 mois, en plein cœur de l'hiver. Ils finiront par renverser le président de l'époque, Viktor Yanukovych, opposant obstiné à tout rapprochement avec l'Union européenne. Et je me souviens d'avoir vu ces gens passer par-dessus la barricade, se lancer à l'assaut de la police qui leur tirait dessus à armes létales. Et je me souviens avoir croisé d'autres qui redescendaient complètement en sang ou qu'on portait sur des civières. Et ils sont arrivés derrière l'hôtel Ukraina qu'on voit ici, sur les hauteurs. Là, on s'est fait coincer en première ligne et ça a été une boucherie. Il y a eu, il se dit, 70-80 morts ce jour-là, je crois. Au milieu de ce massacre, lors d'un assaut, Éric Bouvet est la cible des tirs croisés de la police et d'un sniper. Pendant 2 très longues heures, il va s'abriter derrière un monticule de terre. Il photographie alors les révoltés de Maïdan, tombant sous les balles, les uns après les autres. Tiens, lui, il tombe, c'est là. Ça, c'est ici. Le problème, c'est que c'est des trappes, hein, notre boulot. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas comment ça peut tourner. Tu suis les gars qui montent à l'assaut, bon, ça tire, tu fais attention. Et puis à un moment, paf, ça s'arrête, t'es coincé, les autres envoient tout ce qu'ils ont et t'es coincé et tu te retrouves en première ligne comme un con et tu savais pas. Alors oui, tous les autres journalistes sont restés en bas. Mais voilà, en attendant, on a ramené des images et un doc. Voilà. C'est très excitant, c'est une vie d'aventure, souvent, pas tout le temps, mais souvent. C'est sûr qu'on prend des risques, c'est sûr que, voilà, ça c'est tout à fait normal, mais il faut qu'on puisse mesurer ces risques et il faut surtout que ces risques aboutissent à quelque chose quand on les prend. Je veux dire qu'il y ait une parution, que nos photos soient vues, en tout cas que notre message, que notre témoignage soit vu. Prendre des risques juste pour prendre des risques, pour montrer qu'on fait la guerre et que c'est super et que les balles sifflaient, moi ça m'intéresse pas. Je pense que la peur est nécessaire sur le terrain parce que ça nous empêche de prendre des risques inconscients.
Je pense que sans peur, dans ce cas-là, on n'a pas de limite et dans ce cas-là, on ne fait plus attention à ce qu'on fait et c'est là où on peut prendre des risques inutiles. Après, évidemment, trop de peur, ça peut également nous paralyser, ça peut également nous faire prendre les mauvaises décisions. La peur sur le terrain au moment d'un bombardement ou avec des gens en armes ou énervés ou d'un checkpoint qui se passe pas bien ou je sais pas quoi, pour moi, c'est une peur nécessaire et très saine qui évite la nonchalance, les petites blagues et l'ironie et le sarcasme qui passent très très mal sur un checkpoint. Alors c'est indéniable, il y a un peu le côté voilà, adrénaline, etc. Mais on est quand même là-bas aussi pour défendre quelque chose. Là, on défend quand même une invasion, enfin on défend un pays qui est en train de se faire envahir, on essaye de dénoncer des choses et je pense que ça, c'est un peu le plus gros carburant également. Moi, en tout cas, je sais que c'est ça qui m'a poussée à faire ce métier à la base. J'ai ressenti un besoin, en fait, de dénoncer des choses, de documenter des choses. Enfin voilà, ça peut paraître un peu idéaliste, mais malgré tout, je pense que l'essence première de notre travail, c'est ça aussi, quoi. C'est dans ces conflits, c'est dans ces moments terribles que l'humanité se révèle. Et puis bon, j'ai eu la chance d'être sur le mur de Berlin quand il s'écroule. Je serre la main de Mandela quand il sort de prison. Enfin, tous ces moments historiques, qui n'aurait pas rêvé de les vivre? Je préfère être sur l'endroit où se passe l'information plutôt que d'être sur mon canapé à regarder ça à la télé. Quelle vie! Eric vient d'avoir des nouvelles de Vassil, l'homme qu'il avait photographié en 2014, place Maïdan. Vassil est dans un camp d'entraînement, aux alentours de Lviv, parmi d'autres volontaires qui, comme lui, ont rejoint les groupes de défense territoriale. Vassil? How are you? Fine. Still alive, huh? Yeah, yeah. All you alive, I alive. All. What a good surprise. That's great. It's for me. Yeah. Yeah. Good. Good. Thank you. Not good, but anyway. I know, but on this time, smoking don't kill. Kill Russian. No. You know. That's good. Nervous. À 35 ans, Vassil est à la tête d'une unité paramédicale. 17 volontaires, dont 3 femmes, des médecins, des infirmiers, une chirurgienne, 30 ans de moyenne d'âge. Ils ont tout abandonné pour venir se battre sous ses ordres. Non, il n'a pas changé. Il est dans cet esprit, comme je l'ai connu à Maïdan, très entreprenant, assez directif. Donc Vassil, là, son équipe, ils sont prêts, hein, ils ont dit, ils sont entraînés, ils ont tout l'équipement, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis aussi, ils sont fighters, comme ils disent, donc combattants. Donc ils font aussi des apprentissages de savoir voilà, comment se déplacer, comment tirer, comment... Quand tu es avec d'autres personnes, il faut quand même faire attention à ce que tu fais. Turn a little... No, on the other side. Yeah. Thank you. Pour l'instant, Vassil et son unité attendent leur affectation quelque part sur l'une des lignes de front. Pour Eric, suivre Vassil serait l'assurance de pouvoir couvrir la guerre au plus près. If you move to take me... Yeah, yeah. I take your word. If I move, we move together and don't worry, you will have your own paramedic. Mais quelques heures après cette rencontre, l'unité de Vassil est appelée en renfort, en urgence. Dans la précipitation du départ, Eric n'a pas obtenu l'autorisation de les suivre. Retour à Kiev, qui, à ce moment-là de la guerre, est toujours sous la menace de l'invasion des troupes russes.
Allez, tu restes pas longtemps en statique au milieu de la route. Le pont reliant Irpin à Kiev a été détruit par les troupes ukrainiennes. Une mesure préventive pour contrer l'avancée des Russes, qui ne sont qu'à quelques kilomètres. Pour les civils, le franchissement de la rivière reste le chemin le plus court pour rejoindre la capitale. Все хорошо. О, молодец. Ну что, я дожился. Ну что делать? Скоро домой вернешься, все нормально. Ну я хочу найти. Скоро домой вернешься. Ce pont d'Irpin, il va rester dans l'histoire, c'est une évidence. Il faisait un froid de canard, et il neigeait à moitié. Et cette évacuation, elle a été pour moi d'un choc émotionnel horrible. Ces petits vieux, dont certains étaient grabataires, d'autres qu'on était traînés dans des couvertures, c'était d'une injustice ignoble. Дякую всім. Дякую, кажу. Боже мой, я не знав, що таке може бути. Ангела, будь ласка, оберігай наших воїнів, Пресвята Богородиця, покривай своїм небесним омофором і заступництвом. Все буде добре, братику. До перемоги. Et le pop est arrivé, complètement inattendu. Il se met au bord de la rivière, sur les planches, avec le pont derrière, les gravats, la fumée de l'explosion derrière, noire dans le ciel. J'ai juste appuyé sur le bouton. Така версія, верніше така фраза. Чим кулі нижче, тим Бог ближче. Так, хто їх чує над головою, то в серці значно частіше зустрічає Господа. Живі, живі. Ні, слава Богу. Мати Божа. Дев'ять штук. Та нормально, вдвох несли. Ça ne veut pas rentrer dans la boîte, j'y arrive pas. Tiens, voilà, regarde le troupeau de journalistes, quoi. Troupeau de photographes, de caméramans, qu'on n'a rien à foutre de... J'ai pas appris à bosser comme ça, moi. Moi, quand je vois quelque chose, avant de m'avancer, je regarde si je vais pas rentrer dans le champ de quelqu'un. Ça me rend dingue. Tous ces trucs de Barnum, j'appelle ça les Barnum, les événements où il y a la presse internationale, ça me rend fou. J'ai jamais aimé ces trucs pour travailler. C'est pour ça que j'étais toujours fourré au fin fond de la Tchétchénie ou de l'Afghanistan. Au moins il y a moins de monde parce que c'est plus dur. T'es pas à l'hôtel le soir, et voilà. Des moments où je me suis abstenue de faire des photos parce qu'il y avait par exemple trop de photographes déjà sur place. Par exemple des évacuations de civils d'Irpin où il y avait 10 photographes qui se jetaient sur la première personne qui sortait de l'ambulance, qui sortait la pauvre dame. Donc là j'ai eu un peu ce moment de un peu de déception par rapport à mon métier et en même temps bon voilà on le fait parce que c'est important de documenter tout ça et qu'on essaie désespérément d'avoir des informations et des choses à montrer.
C'est toujours très délicat, très compliqué de travailler avec plein d'autres gens de la presse. Et je sais qu'il y a une image qui a été très décriée dernièrement, celle de Boutcha, qui était le contre-champ de tous ces journalistes alignés qui avaient été convoqués par des services com et que l'État a emmenés à Boutcha et ils sont alignés devant la fosse commune. C'est sûr que je comprends que ça puisse choquer Kidam qui n'imagine pas comment ça peut se passer sur place. Moi, je suis le premier à dire je ne veux pas participer à ça et je suis le premier à dire bah oui, mais s'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, il faut le faire. C'est un problème d'éditing aussi de la part des journaux qui veulent telle image, telle mort dans la rue. Mais si on dit qu'on a été dans tel petit village qui n'est pas loin de Boutcha, et les rédactions ici vont dire eh ben t'as pas été à Boutcha. Donc évidemment qu'il faut y passer. Voilà, et que si on voit une rue avec des morts, vous pouvez regarder les légendes des photos, c'est un petit village à côté de Boutcha. Malheureusement, il y a un grand résumé qui se fait que les Ukrainiens ont très bien utilisé, mais il y avait plein d'autres choses à faire, et surtout, il y a plein d'autres choses à faire en Ukraine, quoi. C'est bien, hein. Je ne sais plus à quelle sensibilité. Mais... Guillaume Herbeau va en Ukraine depuis 2001. Il a parcouru le pays en tous sens, de Tchernobyl au Donbass. Ouais, il faut que ça soit chargé quand même. Ouais. 20 ans de travail, des milliers de photos, des milliers d'histoires, de rencontres et de visages. Un attachement viscéral à ce pays. Pourtant, le 24 février, jour de l'attaque des Russes, il n'a pas souhaité partir pour couvrir le conflit. Il y a déjà plus de 2000 photographes sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi moi j'arriverais maintenant, pourquoi je rajouterais la présence d'un photographe sur le terrain. J'ai pensé d'abord à mes amis et j'ai pensé qui étaient là-bas et j'ai pensé aux personnes que j'ai photographiées. Et ça m'a mis dans un état qui n'était pas bien pour travailler. Sans exagérer, je me réveillais, je pleurais, quoi. Voilà. Et donc, on ne peut pas photographier avec des larmes devant les yeux. On doit photographier avec du recul et pas mal de sang-froid. Et donc, c'était pas le moment, quoi. Il est un peu... ouais. Par contre, les noirs, ça va, je trouve. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais. Là, on est dans une ville qui s'appelle Avdiivka, dans le Donbass. C'est une ville stratégique qui, depuis 2014, connaît des combats quotidiens. Cet homme, il habite à 100 mètres de la ligne de front. La maison, elle a été touchée 2, 3, 4 fois par des bombes. Et il continue à vivre là. Il est tout seul. Il n'a jamais quitté sa maison. Et la guerre est devenue son quotidien. Lui, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai rencontré en 2017. Ça tirait, on entendait les tirs en arrière-plan. Il me racontait en fait juste sa vie d'artiste. Il est sculpteur et il était professeur d'art plastique. Et on a parlé art dans un environnement de guerre. C'est étrange parce que quand on va sur un terrain pareil, il y a un sentiment d'éternité dans la photo, mais les moments de rencontre sont très rapides. Mais je crois que le lien de la photographie est très fort. Quand il se passe quelque chose dans une photographie, au moment de la prise de vue, le rapport qu'on peut avoir avec les gens qu'on a photographiés, eh bien, ça reste. Et c'est des gens qui vivent avec nous. Quand les chars russes entrent en Ukraine, les premières images à nous parvenir sont celles filmées par de simples citoyens. Des images prises sur leur smartphone et mises en ligne sur des réseaux sociaux. Dorénavant, dans l'histoire des conflits, ce ne sont plus les journalistes ni les photographes professionnels qui documentent en premier la guerre. Évidemment qu'on est les deuxièmes témoins et évidemment qu'on a besoin d'ailleurs des premières images qui arrivent par les citoyens via leur téléphone portable. Les premières images les plus intéressantes en Ukraine, là, pendant l'invasion russe, c'était les photos faites par les villageois devant les chars russes qui bloquaient les Russes. C'était des images qu'on n'avait vues nulle part, il n'y avait pas de photographe professionnel et il fallait ces images. Par contre, nous, on va rajouter
de la contextualisation aux images. On ne va jamais, par exemple, publier une image sans une légende, sans expliquer ce qu'on montre de l'image. On va forcément faire un portrait, mais en parlant à la personne, en vérifiant les informations que la personne nous dit. Si c'est pas nous qui l'avons vu personnellement, on est obligé, si c'est quelqu'un qui te le raconte, tu es obligé de trouver encore 2 autres personnes. On connaît, c'est l'histoire des 3 personnes, de regroupement de 3 sources d'informations différentes pour la valider. Voilà, donc c'est un job. Je le dis en regardant la caméra, c'est un job. Toutes ces images en direct ou je sais pas quoi sont un plus qui vient un peu en amont, qui vient éclairer un petit peu la société sur ce qui se passe, mais le très grand récit historique en images sera fait par des photographes. La photo, c'est pas un instant. Cartier-Bresson, il a dit une connerie dans sa vie, c'est bien ça. C'est un moment. Une photo, il y a l'avant, il y a l'après, il y a le hors-champ, il y a tout le travail pour y arriver, il y a une vie pour arriver à cette photo presque. Et pour moi, une photo qui est réussie, c'est une photo dans laquelle le spectateur va rentrer et va pas être capable de sortir tout de suite et trop rapidement, pour X raisons. Par le jeu de cadrage, de champ, de profondeur de champ. Normalement, il y a des flous, et il y a une information sur le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Le premier plan peut être flou, et puis, si le premier plan est flou, le spectateur va devoir passer le premier plan pour arriver derrière, pour arriver à aller en quête de l'information qu'il peut y avoir plus loin. Donc on va un tout petit peu maintenir les gens dans un temps un peu plus long pour l'image. La beauté, je pense, de la photographie et du photojournalisme, c'est que par la beauté et la force de nos images, on peut toucher en fait un plus grand nombre. En un coup d'œil, quelqu'un peut être vraiment frappé par une situation. On peut attirer le regard d'un lecteur sur un article parce que l'image est très belle ou très forte. Parce qu'attention, il faut quand même faire des images qui sont belles, mais qui apportent de l'information. Там русские засели. Снайпера там сидят. Обстреливают машины, людей. Садитесь. Là, nous sommes avec des volontaires qui sont visiblement en mèche avec le maire. Et on a trouvé ce deal pour qu'ils nous emmènent alors que toute la presse est coincée. Et ils nous font faire un petit tour de ville, ils nous montrent les bombardements. Дома разбомбили русские. Погорели дома все. Вот дом, который мы самый первый разорвало. Бух. Все, я понял, все. Доброго дня вам. Доброго. Дивіться, в 11 часов возле сполкома формируется колонна. И на Романовку эвакуацию. А вас много здесь? У нас дети просто. Давайте детей. Ну, вы мужчин берете с собой? Ну, мы можем с семьей выехать? Потому что... Нет, мужчины нет. Как я оставлю своего? Ему только исполнилось 18. Смотрите, Как мне его оставить? Смотрите, на автобусах не повезут. Может сам перейти, может сам и дойти до Киева. Les gens qui restent ici, ils s'organisent entre eux. Toujours la solidarité humaine, c'est extraordinaire. Ils ont mis leur cuisine dehors, parce que de toute façon, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. Et là, voilà, c'est une cuisine communautaire dehors, dans une cité, comme on en trouve chez nous, dans nos banlieues. Слава Украине! Слава Украине! Девочки, я в принципе пришел сказать за эвакуацию. Как вы? Мне. Суп, мы тут У нас варим есть суп, старенькие, мясо. неходящие. Ну куда? Дайте нам надежду. Надежда всегда есть. Ну, я любовь, давайте, говорите. Смотрите, они сидят вот там, где Пушкинская, в конце окопались, Ласточка. Все, вот эта территория зачищена, никого нет. Боже, спасибо. Да, завтра, если мы... Ну, не плачь, ну перестань. Ну, все, не надо плакать. Не надо, все хорошо. C'est toujours des moments assez extraordinaires de rencontre avec tous ces gens qui s'organisent, qui se sauvent les uns les autres. Voilà. Toujours tendance à voir le bon côté de l'humain.
je quitte cet endroit et je trouve un monsieur avec une blouse blanche et je l'attrape et je lui dis « Mais vous faites quoi? Vous êtes qui ?» Il me dit « Je suis médecin. » Je lui dis « Mais vous logez où ?» Il me dit « Bah, dans un sous-sol, là-bas, sous l'hôpital. » Noir total, quoi. Je m'éclaire avec le smartphone et il ouvre une dernière porte, cave. Et là, je vois ce vieux monsieur sous ses couvertures qui est là. Et je lui dis « Mais pourquoi il est là ?» Il dit bah, « Parce qu'il est mourant, parce qu'on ne peut rien en faire, on peut... » Et on s'en va, on referme la porte. Et je me dis, ben voilà, ce type, après sa vie, alors quelle vie il a eue, il va crever là comme un rat, au fond de son trou, tout seul. Là, c'est toute l'humanité qui s'écroule, quoi. C'est compliqué quand on se trouve devant ces moments-là. J'ai toujours ce dilemme avec moi de me dire mais Appuie fait ces images, quoi. Et souvent, c'est très compliqué parce que je suis tout en retenue, quoi. Quelque part, je me suis conforté à me censurer énormément dans cette vie de photojournaliste parce que ça me permettait aussi de garder cette dignité des gens, de ces scènes monstrueuses que j'ai vues. Je me suis protégé parce que j'ai pas de mal à me regarder le matin dans la glace parce que j'ai toujours justement fait attention aux gens. Le seul souci, c'est que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû les faire, ces images qui étaient dures, qui étaient chocs, entre guillemets. Si les soldats américains, quand ils sont arrivés dans les camps en 1945, en Pologne, en Allemagne, s'ils s'étaient dit la même chose que moi, non, c'est horrible, je fais pas ces photos-là, eh ben, il n'y aurait pas de témoignage aujourd'hui visuel, et il y aurait encore des gens aujourd'hui pour dire ça n'a pas existé. Évidemment, c'est notre rôle de photographe de montrer et de documenter justement des atrocités. D'autant plus des crimes de guerre comme là, ce qui avait été commis envers les civils aux alentours de Kiev. Après, je pense que c'est également notre responsabilité, justement, de ne pas trop en montrer ou de le faire avec pudeur. En tout cas, moi, je sais que la limite que je me suis fixée d'emblée, c'est jamais les visages. Que ce soit un soldat russe ou un Ukrainien ou un civil ou qui que ce soit, on ne montre pas le visage. Et je pense qu'il y a deux types de photographies qu'on va faire dans un moment pareil. C'est des photographies de très près, où on va vraiment faire un travail très minutieux, presque mécanique, mais où on sait que ces images, on va les garder pour nous. Ça peut être des documents de crimes de guerre, ça peut être des documents si un jour il y a vraiment quelque chose à dénoncer ou à prouver. Donc voilà, donc par rapport aux atrocités, là non, je fais les images quoi qu'il en soit. Donc il y a différentes manières de faire, ça peut être avec de la distance, ou en prenant peut-être des détails. Je pense que la violence peut être représentée aussi par des choses très douces. Elle peut être représentée par un portrait, par un témoignage. Elle peut être représentée par une suggestion. Et c'est bien d'ailleurs de la suggérer, de la montrer par d'autres choses que la violence. Parce que sinon, on s'habitue à la violence, on a une accoutumance. Donc il faut montrer de plus en plus choquant. Donc il faut trouver d'autres manières de montrer la violence aussi. Ouais. Ce qu'il faut montrer, c'est la violence de la guerre. Et la violence de la guerre, c'est pas simplement quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui vivait, et qui vivait dans le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui tous. Et en photo, je pense qu'en faisant un pas en arrière, en essayant de faire rentrer dedans la vie normale, hein, en fait, ou l'arbre, la maison, en fait, ce qui a pu se passer avant, on arrive à raconter des choses qui sont bien plus dures que simplement « voilà un mort ». Ce qui est réellement choquant, c'est que cette personne est allongée dans un jardin. Dans son jardin, il y a quelqu'un qui a pris une balle dans la tête.
J'ai vu beaucoup de morts, j'ai couvert pas mal de guerres. Et je sais pas du tout comment je gère toutes ces images et toutes ces ambiances. J'ai vécu une expérience peut-être un peu traumatisante au Yémen, où il y a une petite fille qui avait reçu une balle dans la tête et qui avait été laissée seule sur un champ opératoire, enfin sur un brancard en métal, un peu comme cette table, qui avait une dizaine d'années, qui allait mourir, mais qui n'était pas morte, et qui avait les yeux grands ouverts, et qui était en hyperventilation, et qui était toute seule. En fait, dans une grande pièce, il y avait eu des bombardements, et pour X raisons, elle était toute seule, et je ne l'ai pas prise en photo, je lui ai pris la main, et elle me regardait, je ne sais pas si elle me voyait, etc. Et ça a duré assez longtemps, jusqu'à ce que je croise le regard de quelqu'un d'autre, et que je dise qu'on ne pouvait pas laisser un enfant mourir seul, en fait. J'ai regretté de ne pas avoir fait de photo. Juste le seul respect que je pouvais lui montrer, c'était de prendre une photo pour essayer de transmettre son regard et me montrer que c'était ça la guerre. C'est un enfant qui a une balle dans la tête, la guerre. Et il m'arrive souvent, plusieurs mois après, de retomber sur des reportages, rééditer un reportage et me dire « Waouh, j'ai vu ça ». J'ai vu un enfant comme ça. Ça me semble complètement absurde. Enfin, ça me semble complètement irréaliste, en fait. Donc, j'ai vraiment, sur le moment, une vraie concentration, une mise à distance. Je ne suis pas du genre à m'effondrer le soir, du tout. Ce qui ne veut pas dire que, là, en Ukraine, je commence à faire des cauchemars. Voilà, c'était moche, quoi. Mais c'est peut-être pour ça que j'y vais aussi, pour me rendre compte que la vie, c'est pas simplement s'acheter des nouvelles baskets et puis essayer de gagner plus de pognon et avoir une nouvelle bagnole. Attention, du 7 mars au 29 avril, les soirs du lundi au vendredi, le trafic est interrompu sur le RERB. Entre Charles de Gaulle, Étoile et Trocadéro. Por obras en la línea 6, el servicio de trenes será suspendido el sábado 23 y domingo 24 de abril entre las estaciones Charles de Gaulle, Étoile y Trocadéro. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu comme horreur, je le sais, je ne l'ai pas effacé parce que je ne peux pas les effacer. Mais ça ne me tournicote pas la tête, parce que sinon, voilà, je finis en hôpital psychiatrique, c'est une évidence. Donc j'ai vraiment cette capacité à... J'efface. Mais par contre, effectivement, j'ai des petits flashs de temps en temps qui arrivent, jour ou nuit, mais je les efface tout de suite parce que je sais que c'est pas possible. Je vois mes enfants mourir, voilà, qui ont 31 ans et 26 ans aujourd'hui. Donc j'ai reporté certainement toute cette violence, toutes ces horreurs, je les ai reportées sur eux, qui sont évidemment les êtres les plus chers à la famille. Moi, j'ai la chance, c'est que j'ai cette famille qui a été mon ciment. C'est évident que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais poussé plus loin le bouchon, j'aurais forcé le trait et je serais allé trop loin. Et donc, soit je serais plus là, ou soit je serais, oui, certainement devenu fou, je pense, c'est possible, oui. Je me sens bien d'être à Paris, en famille. Je me dis qu'on a une chance incroyable d'être dans un pays en paix. Et puis je pense aux gens que j'ai photographiés. Je pense aux douleurs. Et puis je plonge dans mes photos. Et c'est ça qui m'aide en fait à reprendre la vie normale. Mais c'est compliqué parce que en fait j'ai plein d'images en tête. Mais peut-être que la dernière image que j'ai, c'est un enfant qui est dans sa chambre, qu'il partage avec sa mère, et l'ambiance est jaunâtre. C'est très vétuste, les lits sont recouverts de couvertures chaudes, parce que le chauffage, il n'y a pas beaucoup de chauffage. Et il a un téléphone portable entre les mains, la lumière éclaire un peu son visage. Il est en train de jouer comme n'importe quel gamin à un jeu vidéo.
Il vit à 500 mètres de la ligne de front. Avant, il vivait de l'autre côté, du côté séparatiste avec sa mère. Il était tout petit quand sa mère a été enlevée par les séparatistes et il a été enlevé avec elle. Et il s'est retrouvé dans une cave avec elle et elle a été tabassée devant lui. Elle a eu une simulation d'exécution avec un revolver. Quand il va à l'école ou quand il revient de l'école, il a peur d'avoir des balles perdues. Et en même temps, il continue à être un enfant. Il est là avec son téléphone portable. Après 5 semaines en Ukraine, Éric Bouvet ramène à la rédaction de Polka une sélection d'une bonne centaine de clichés. Si pour ce premier voyage, Vassil lui a glissé entre les doigts, Éric ne s'avoue pas vaincu. Justement, je vais t'annoncer quelque chose que tu n'es pas au courant, mais du coup, je repars. Oui, mais ça, c'est ce que j'attendais de ta part. Merde, c'est pas une surprise. J'en attendais pas moins. Donc, et là, Vassil, il est où en ce moment? Je sais pas. Avec son unité. Je sais pas. Moi, je les ai lâchés au nord. Ils m'ont dit que je l'ai eu, je sais plus, il y a 2-3 jours. Il m'a dit qu'il se reposait et que je sois pas pressé. Je lui ai dit dans 15 jours. Il m'a dit ouais, certainement parfait. Pas qu'ici. Il y a des moments chocs comme ces types qui sont accusés d'avoir été des pilleurs, qui se retrouvent, comment dire, scotchés à des poteaux par des militaires. Et nus, oui. Et nus. Oui. Ça, cette photo-là, je ne sais pas si on les... Je pense pas d'ailleurs qu'on la publiera. Moi, je la sortirai parce que, quelque part, c'est aussi dénoncer le fait que, ben voilà, on sait bien, il n'y a pas de guerre propre, tout est sale. Et nous, notre rôle avec les photojournalistes, c'est de... Chaque photo qui est sensible, difficile, déjà, elle fait débat autour de nous, on en parle aux photographes, et elle doit ensuite... C'est le lecteur qui va prendre le relais. C'est lui, le lecteur seul, qui va être face à cette image. Et c'est à nous de lui mettre sur la table tous les éléments nécessaires, tangibles, palpables et les informations essentielles pour qu'il puisse accepter de la regarder et de ne pas décrocher et tourner le magazine ou le livre en fonction de son exposition. Et finalement, il passe à autre chose. Et donc, on a perdu le lecteur. Si on perd le lecteur, on a tout perdu. Une semaine plus tard, Éric repartait en Ukraine, à ses frais. Il s'était fait la promesse de retrouver son ami Vassil. Et Éric Bouvet est un homme à tenir parole. Eh bien voilà, j'ai retrouvé Vassil après un mois d'attente. Donc plus de traces des Russes. Nous avons traversé ces villages qui ont été libérés, où les Russes sont partis, de même visiblement, mais il y avait eu des combats sur certains villages. Et c'est extrêmement touchant de voir tous ces gens sur le bord de la route faire des signes, les saluer, les remercier, donner de la nourriture. J'ai surnommé ça un petit peu la route de la liberté, puisqu'on remonte vers le nord. C'est, voilà, bon, ça rappelle des images d'antan. C'est historique, quoi. C'est un monde qui va changer. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ils vivent certainement peut-être le moment le plus historique de leur vie aujourd'hui.